Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Sébastien Paris-Horwitz est avec nous ce soir, directeur de la recherche de LBP AM. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Christian Parizeau nous accompagne, économiste et président d'Altair Economics. Bonsoir Christian. Bonsoir. Et Thibaut Morel, à nos côtés également, analyste action chez Silex. Bonsoir Thibaut. Bonsoir. Parlons, messieurs, si vous le voulez bien, de ce que nous connaissons déjà avant d'évoquer le sujet de Donald Trump et des tarifs. Ce que nous connaissons, ce sont les résultats de Nvidia, Thibaut. On s'était vu fin novembre pour la publication du Q3 de Nvidia. On se retrouve donc quelques mois après, fin février, pour la publication du Q4 de Nvidia. Qu'est-ce qui a changé entre-temps ? Note que les réactions de marché sont de moins en moins positives après les publications de Nvidia, au fur et à mesure qu'un certain nombre de questions sont quand même en train d'émerger, que ce soit sur la valorisation du titre Nvidia ou même sur les perspectives en matière d'intelligence artificielle. Oui, c'est tout à fait vrai. Il y a de plus en plus de questionnements qui sont posés parce que si on regarde les fondamentaux, on les a entendus, ils sont excellents. L'entreprise délivre avec une très forte croissance qui surprend toujours. On atteint une échelle vraiment incroyable. Là, on est sur une entreprise qui, en 2025, pourrait générer plus de 100 milliards de free cash flow. C'est le niveau d'Apple, alors qu'il y a encore 2 ans, l'entreprise était très très loin de ça. Et on a une entreprise qui guide toujours sur une très forte croissance. Cette publication, elle intervient quand même dans un contexte assez particulier, avec un marché extrêmement sceptique vis-à-vis de l'IA, et en particulier depuis janvier et depuis DeepSeek, finalement, le nouveau modèle chinois. Et on sent, depuis que le narratif DeepSeek s'est installé, que le marché cherche à remettre en question le narratif de la croissance IA et trouve la moindre news pour le remettre en question. Ouais. On a vu, alors c'était une note des analystes de TD Cowen, c'est ça, de sources sûres qui indiquent que Microsoft a peut-être abandonné certains contrats de leasing pour des capacités d'infrastructure IA. Tout de suite, ça se retrouve sur Microsoft, mais ça se retrouve sur l'ensemble de la thématique. Ah oui, ça a crispé les marchés instantanément, avec des baisses, en particulier sur les fournisseurs de hardware, qui sont les premiers concernés, de 10%, 15%. Et le plus significatif, c'est que quand ces news sont soit démentis dans le cas de Microsoft, qui dit on maintient 80 milliards de dollars de capex, ce sera fait cette année, il n'y a pas de problème. Tout à fait. Et ils ont même dit cette news est un peu vieillotte, finalement. Vous êtes en retard, les gars. Ou même sur DeepSeek. DeepSeek, ce qui était significatif, il y a eu des baisses de 20-30% sur la tech américaine ce jour-là. Et il y a quelque chose de très marquant, c'est que tout de suite, après cette annonce-là, tout le monde, il y a eu une sorte d'unisson, à la fois dans le milieu de la tech et à la fois dans les milieux politiques, pour dire, attention, la conclusion boursière n'est pas forcément celle à laquelle vous croyez maintenant. C'est pas parce qu'on a un modèle moins cher qu'on a moins d'équipement. Mais c'est exactement ce que dit Jensen Huang, le patron de Nvidia, quand il parle de DeepSeek. Désormais, ils sont tous obligés d'en parler. Il salue l'approche chinoise. Bon, et visiblement, on comprend que DeepSeek et l'approche DeepSeek est en train de se déployer à vitesse grand V en Chine. Un grand papier du FT aujourd'hui qui nous dit que toutes les infrastructures publiques, les hôpitaux, les écoles, tout le monde est en train d'adopter le modèle DeepSeek. Visiblement, qui met son modèle gratuitement à disposition de toutes ces entreprises chinoises, plus les entreprises d'État, les groupes automobiles, etc. Tout le monde est en train d'adopter DeepSeek en Chine. Sur DeepSeek, Jensen Huang, il dit, ne vous trompez pas, l'approche DeepSeek va demander beaucoup plus de puissance de calcul que les générations chinoises précédentes. Et donc, tout ça est toujours très bon pour les produits Nvidia. Oui. Il a raison à 100% là-dessus, il faut le croire sur parole là. Nous, on le croit fermement, parce que finalement, ce dont parle Jensen Huang, c'est un phénomène qui existe depuis toujours dans l'industrie du semi-conducteur, c'est ce qu'on appelle le paradoxe de Jevons. C'est-à-dire que lorsque le prix d'une commodité baisse, finalement, on en achète plus. On en achète plus sur le plan agrégé. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Pourquoi ? Parce que le problème de l'IA, aujourd'hui, c'est qu'elle est trop chère. Elle est trop chère pour faire tout ce qu'on veut faire avec. On le voit sur les derniers modèles d'OpenAI qui sont accessibles seulement aux utilisateurs qui payent $200 par mois. Et donc on a ce paradoxe qui émerge et qui frappe de plein fouet dans les news ces derniers jours les investisseurs. Typiquement, les dernières news qu'on a, c'est le fait qu'il n'y a plus de puces disponibles en Chine. Ils annoncent des investissements massifs dans les puces de qui ? De Nvidia.
parce qu'il n'y a toujours pas de Les concurrence. Huawei, les Alibaba sont pas capables encore aujourd'hui, pourtant ils ont des projets en ce sens, mais ils sont pas capables aujourd'hui d'assurer la fourniture de ces puces-là. Ah, ils en sont très loin. Très loin. Très très loin. Un chiffre, pour donner une comparaison, aux États-Unis, il y a 5000 data centers. En Chine, il y en a 500. Donc ils sont très loin d'assurer les capacités. Ils sont très loin d'avoir les capacités nécessaires pour assurer la demande. Un dernier mot, Thibaut, sur le plan industriel. Là, il y a eu des interrogations sur la montée en puissance de la production de la nouvelle puce Blackwell, c'est ça alors, sur le plan commercial, visiblement, la demande est dingue, nous dirait Jensen Huang. Sur le plan industriel, ils sont capables de tenir le ramp-up ? Tout va dépendre de TSMC. Ce qu'on voit déjà, c'est qu'il y a une très grosse étape qui a été franchie parce que ils avaient guidé sur 3 milliards de revenus avec la GB200 sur ce trimestre-là. C'est quoi la GB200, pardon ? La GB200, c'est la dernière puce de Nvidia qui est extrêmement puissante et surtout qui est adaptée plus à ce qu'on appelle l'inférence, c'est-à-dire l'utilisation des modèles plutôt que l'entraînement. Ce qui est essentiel pour assurer, pour répondre à la demande dans le futur. Cette GB200, effectivement, elle est extrêmement complexe. Il y a 200 milliards de transistors dessus. C'est 2 puces qui sont 200 milliards de transistors. C'est énorme. Je l'ai jamais vu. Donc extrêmement complexe à mettre en place avec une très grosse supply chain. Et là où le management a gagné 3 milliards, les marchés s'attendaient à 7 milliards de chiffre d'affaires. Ah ouais. Et ils en ont réalisé 11 milliards. Donc ils ont quand même sacrément scalé et on peut remercier TSMC. Bon, Christian, qu'est-ce que ça vous inspire, Nvidia, le thème de l'IA, et puis effectivement, l'idée que le modèle chinois ou le moment DeepSeek rebat peut-être un peu les cartes pour les investisseurs. Alors après, je pense que plus que finalement, est-ce que DeepSeek remet en cause ou pas, c'est sûr que ça y aura un effet volume qui peut largement l'emporter sur l'effet prix. Ce qui est le choc pour les boursiers, c'est qu'on jouait la thématique IA un peu gagnant-gagnant. C'est-à-dire que l'économie américaine ralentissait, on gagnait sur l'IA. L'économie américaine explosait, on gagnait sur l'IA. On montait les taux, l'IA allait bien. Donc finalement, on sort un peu de ce modèle où c'est gagnant-gagnant et ça a rappelé aux investisseurs aussi qu'il y avait de la sélection de valeur à faire. C'est-à-dire que tout le monde ne va pas forcément gagner. Il y aura peut-être des gens qui gagneront, d'autres qui perdront. Et donc je pense que c'est ça qui est en train de payer aujourd'hui, ce qui est en train de, je dirais, plus affecté. C'est pas une défiance vis-à-vis de la thématique de l'IA, mais c'est finalement une surréaction parce qu'on Est-ce que je suis sur le bon cheval, voilà, et on a remis du risque. Moi, je dirais qu'on a remis du risque dans cette thématique d'investissement. Et puis un petit mot quand même, pourquoi aussi je pense qu'il y a quand même beaucoup de prudence, parce qu'en effet, il a indiqué que la Chine allait demander énormément de puces, mais tout le monde est face à une incertitude, et on va encore en reparler, c'est M. Trump. Parce qu'on attend que l'administration américaine se prononce sur les autorisations d'exportation de puces, et on a peur que Nvidia soit complètement bloqué dans ses exportations vers la Chine, puisque le but de l'administration américaine, mais pas que Trump, de Biden aussi, c'était vrai, c'est d'empêcher quand même que la Chine puisse développer l'intelligence artificielle. Donc ils se sont dit, on va faire des puces bridées pour la Chine et ça va les bloquer, puis on s'aperçoit que les modèles finalement s'adaptent. Donc je pense que là, il y a peut-être aussi une petite méfiance des investisseurs en se disant, attendons de voir déjà ce qui va en sortir de l'administration américaine, parce que s'ils nous disent, on ferme le marché chinois, quelles que soient les ventes de Nvidia, là, ça fera très mal sur son chiffre d'affaires. Donc, je pense qu'il y a aussi ça qui explique pourquoi on réagit si mollement aux résultats. Parce que moi, il y a cette épée de Damoclès devant nous, bien sûr. La CFO le dit, elle dit pour l'instant... on n'y voit pas clair. Donc, on n'y voit pas clair, c'est compliqué là. Non, mais c'est compliqué aujourd'hui. Et d'ailleurs, il est ouvertement critique, Jensen Huang, et peu de PDG de la tech aujourd'hui critiquent ouvertement Donald Trump. Mais sur le risque de contrôle des exports, etc., il dit attention, ça peut affaiblir notre compétitivité quand même. D'après le Wall Street Journal, il y a aussi Microsoft là, qui est en train de discuter avec l'administration américaine pour éviter que les sanctions soient trop fortes, justement en mettant en avant que vaut mieux développer avec la Chine qu'avoir des concurrents chinois après. Donc on sent que tout le monde bouge un peu sur la tech à ce niveau-là parce qu'il y a quand même cette épée. Mais après, moi je me mets à la place d'un investisseur. Aujourd'hui, c'est un risque de porte de saloon. Si vous investissez par exemple sur Nvidia aujourd'hui en disant ils ont fait des très bons résultats et que derrière vous avez cette annonce de l'administration américaine, donc ça, faut quand même. On voit que ça perturbe quand même beaucoup, c'est encore une fois l'incertitude qui pèse plus. Sébastien, qu'est-ce que ça vous inspire ? Bon, impossible de ne pas être investi dans la tech quand on est un investisseur global aujourd'hui, mais c'est vrai que voilà, sur 2 mois de cette année 2025, le Nasdaq est un des rares indices négatifs, par exemple.
il n'empêche que c'est celui qui a battu tout le monde l'année dernière. Non, mais je pense que ce qui peut arriver, en fait, on ne sait pas. On va voir. Les gens vont absorber toutes ces informations et voir ce qui se passe. Et ce qu'on sait, en revanche, c'est que le marché tend à aller plus vite que la musique. C'est-à-dire qu'en général, quand on essaye surtout de dessiner l'avenir sur des choses tellement complexes et qu'on sait va changer nos vies sur plein de domaines, on va faire des gains de productivité, en tous les cas c'est la promesse, et on se dit que si, c'est en train d'arriver, etc. Il n'empêche que la vitesse avec laquelle Nvidia produit, certains trouvent que c'est même pas assez rapide. Oui, il y a des contraintes. Ça ne lui permet pas de produire. Il n'empêche que même Microsoft, alors on dit que la news était vieille, mais Microsoft a décidé que, attention, ils allaient ralentir leur capacité, en fait, dans les data centers, parce qu'ils avaient des leases qu'ils avaient signées et qu'apparemment ils vont être suspendus. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais en tous les cas, il est certain que personne n'a vraiment montré que ça rapportait de l'argent, en tous les cas pour les très gros qui concentrent une grosse partie du marché. Donc, à $200 le nouveau ChatGPT, oui, il n'y a peut-être pas beaucoup de gens pour se le payer. Et alors, il y a moi, la réflexion, alors je ne sais pas ce qui va se passer. N'empêche que tout le monde est investi, tout le monde croit à cette promesse. Est-ce que la valo, elle est bonne? On va le découvrir. En revanche, il y a un vrai sujet sur qui sera Nvidia dans 10 ans. Un truc qu'on sait, c'est que c'est rare qu'une entreprise soit dominante pendant très longtemps. Et quand je dis dominante, ça forcément dans l'innovation, mais dans ce qu'on apporte à l'économie ou au marché comme solution pour l'IA. Et DeepSeek, c'est ce que nous dit DeepSeek. DeepSeek dit que dès aujourd'hui, quelqu'un qui fait un modèle, d'ailleurs, qui est la nouvelle forme, c'est-à-dire où la machine réfléchit à ce qu'elle doit faire, on peut le faire autrement avec moins d'investissement de ce type. Certes, ça va demander de la consommation de data parce qu'il faut plus d'entraînement, etc. Mais ça arrive. Et ça, c'est quelque chose que les économistes ont déjà travaillé et qui est que c'est vrai qu'à un moment donné, il y a des gens qui arrivent et par en dessous de celui qui innove, c'est le fameux dilemme de celui qui innove, et qui arrive en dessous et qui a quelque chose qui est moins puissant mais qui satisfait beaucoup de gens. La masse. Et beaucoup de demandes et qui crée à la rigueur plus d'argent. C'est l'histoire des ordinateurs. IBM pensait que personne ne pouvait faire un ordinateur portable. Il se trouve qu'après, les Coréens et autres ont envahi. Donc, premier élément, c'est est-ce qu'NVIDIA va rester la star pour toujours? Et c'est vrai que c'est étonnant que Intel et tous les autres n'arrivent toujours pas à rattraper cet avantage scientifique qu'ils ont sur ces puces. Alors peut-être qu'ils ont l'avantage de celui qui faisait un truc qu'il ne pensait pas et qui a vu qu'il pouvait être utilisé pour autre chose, qui était les cartes graphiques, qui apparemment c'est par là qui est venu. Il y a une forme de sérendipité dans l'avènement des GPU pour l'IA. Il dire que la direction est bonne, mais c'est peut-être la vraie valeur. Les gens qui vont gagner le plus d'argent, ce sera peut-être d'autres, et ça pose question. Et ça, c'est le premier truc. Et puis, il y a cette histoire de concurrence. C'est-à-dire, qui va gérer cette information? Pour l'instant, on est toujours un peu prisonnier des très gros, Microsoft, Apple, etc. L'Europe, pour l'instant, on ne fait pas grand-chose. Et on est condamné. Les Chinois, en revanche, oui, parce que... Nos modèles sont moins chers que les modèles américains, si je ne dis pas de bêtises. Oui, mais les data Mistral doit pouvoir sortir un modèle moins cher que les data centers restent quand même... oui, mais sur l'infrastructure, oui. Avoir la bonne infrastructure, avoir ces données ailleurs, c'est quand même pas sympathique. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais et les avoir près de chez soi pour entraîner des modèles, c'est quand même très important. Et là, on ne voit pas comment on va changer le monde tel qu'il y ait plus de compétition et on puisse d'ailleurs innover. Monsieur Trump, il veut beaucoup de concurrence, mais en fait, il n'en veut pas pour les entreprises américaines. Elles, il faut les protéger dans tous les sens. Les autres, ils se débrouillent. Donc ça, c'est un élément de tension. Donc que le marché aujourd'hui, a mis du risque, il a raison, mais parce qu'on peut commencer à se poser plein de questions sur la rentabilité, comment ça va rapporter de l'argent, à part à Nvidia, comment on va en gagner, est-ce qu'on peut faire
pour moins cher des choses qui servent à beaucoup de gens, et donc on fait de l'argent, même si DeepSeek, je pense que par instruction de M. Xi, le donne gratos en ce moment en Chine, mais bon, c'est une stratégie qui est pas mauvaise. Pour innover, c'est quand même pas mal. Là, c'est une diffusion accélérée incroyable. Les gens copient le moteur, c'est quand même pas mal. Mais ça, c'est... Quand on se pose la question maintenant, je pense qu'une entreprise qui est valorisée comme le PIB au moins 2 ou 3 pays européens, c'est quand même extraordinaire. C'est extraordinaire. Et ils sont beaucoup aux États-Unis. C'est unique dans l'histoire. La trajectoire d'NVIDIA est unique dans l'histoire. Il y a un peu la limite de la taille. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, on commence à avoir peur de ce que ça veut dire une entreprise comme celle-ci. Thibaut, trop cher ou pas là? C'est exactement la bonne question. C'est la limite de la taille. Parce que si on regarde la valorisation d'NVIDIA en facial, on est sur un PE aujourd'hui, forward PE, de 28. Donc c'est-à-dire si on regarde les earnings, 12 mois, on est sur 28. De toute façon, ce que vous disiez, post-earning, ils reviennent toujours à 30 ou 35. 35. 35, c'était 35. La Donc là, moyenne c'est un peu 10 plus ans, long. Okay. c'est 35. Et si on intègre la mécanique maintenant bien rodée de l'entreprise qui bat le consensus et qui bat sa propre guidance, on peut même dire que le PE auquel s'attend le marché, c'est 25. Donc on est plus d'un écart type en dessous de la valorisation moyenne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le marché, il anticipe exactement ça. Il dit... la taille de l'entreprise a atteint une certaine limite. L'année prochaine, soit cette année, ça ne va pas croître et ça va ensuite reprendre doucement, soit ça va croître cette année et l'année prochaine, ça va décroître. C'est un peu ça, le message. La nuance ici, c'est finalement que disent les clients. Les clients, ils nous disent la chose suivante. Ils nous disent aujourd'hui, on a des data centers qui font environ 100 000 puces en taille. Et ça ne nous suffit pas. Nous, dans 1-2 ans, on veut passer à des data centers où il y a 1 million de puces, au moins, dans ces data centers. Et ça nous ouvrira de nouveaux horizons en termes de cas d'usage. Parce que la croissance des CAPEX, l'enjeu, il n'est pas seulement sur il est sur la monétisation, in fine. Mais cette monétisation, elle sera rendue plus facile si on découvre de nouveaux cas d'usage. Donc il faut densifier les data centers, là. Tout à fait. Il faut densifier les data centers et on s'aperçoit qu'au fur et à mesure qu'on densifie les data centers, il y a des propriétés émergentes. C'est-à-dire que les modèles montrent de nouvelles capacités, ils deviennent plus intelligents. Et donc tout l'enjeu, il est là. Est-ce qu'on croit à ce narratif ou pas? Et ensuite, il y a évidemment l'application dans l'économie. Il y a 3 sources de diffusion dans l'économie qui sont en train d'arriver. La première, elle est immédiate. Elle est difficile à investir en bourse. C'est la recherche scientifique. Les chercheurs c'est eux qui utilisent finalement les modèles à $200 par mois parce que ça leur permet d'accélérer un certain nombre de tâches aujourd'hui de recherche. Ensuite, il y a les voitures autonomes qui sont très dépendantes aussi de la taille des data centers. On remarque que plus le data center est gros, plus la voiture est performante. Et enfin, il y aura les agents. Et ça, ce sera certainement l'application la plus large, la moins transformante au début, mais la plus large dans l'économie. D'accord. Je mettrais juste un bémol à tout ça. Il y aura peut-être aussi un élément qui va limiter tout le monde, c'est l'électricité. Hein. Tout à fait. Parce qu'il faut produire l'électricité, il faut la distribuer. Et il y a aussi tout ce qui est réseau de distribution d'électricité. Et ça, il va y avoir un vrai problème là-dessus. Et moi, je pense que là-dessus, il y aura une contrainte. Et la contrainte viendra plus de l'énergie nécessaire et surtout la fabrication et distribution de l'énergie. Parce qu'une centrale électrique, vous ne la fabriquez pas en 2 jours. Un data center, une chaîne d'approvisionnement en carte graphique, vous pouvez la faire. Mais là, on est sur des investissements très lourds et qui sont vraiment à long terme. Et là, on a un timing dans les utilities qui n'est pas du tout le timing de la tech. Non. Et ça, je pense que ça sera une des grosses contraintes. Un frein. Ça sera un frein. Et on parle vraiment, c'est vrai, d'enjeux colossaux sur les data centers d'OpenAI. On parle de 25 gigawatts de puissance dans 5 ans. Donc effectivement, il faut les construire. Ça peut être une contrainte. Et ça peut être une contrainte surtout aux États-Unis. Je dis ça, c'est pas pour rien que je pense que les gros regardent beaucoup sur l'Europe. C'est pas parce qu'ils aiment l'Europe, mais ils savent très clairement qu'aux États-Unis, il n'y a pas les infrastructures. L'infrastructure énergétique n'est pas la même. Ne tiendra pas. Ah ouais. Ne tiendra pas. Mais vous savez que même nous, on peut faire les fiers, mais je vous dis juste, si demain, dans Paris, tout le monde avait un véhicule électrique, tout le réseau de distribution d'électricité à Paris sauterait, parce qu'il est trop vétuste. Donc, il ne faut pas croire il suffit d'avoir une centrale nucléaire et puis qu'on a résolu tout le problème. Il y a aussi tout le réseau électrique derrière qui doit avoir, et donc vous voyez que c'est très complexe derrière. Un mot rapide, là, Christian, sur que dit Salesforce dans cette affaire-là, puisqu'ils ont publié hier soir aussi. Salesforce, ça fait partie des éléments, je dirais, un peu d'incertitude, parce
parce que justement, ce qu'on leur reproche, c'est leur fameux agent intelligent qui n'a pas eu un succès commercial qu'on est en droit d'attendre. Alors, ça ne veut pas dire que faut tout mettre à la poubelle, que rien ne va marcher. Ça peut être aussi un problème produit propre à Salesforce. Est-ce que Salesforce est crédible pour vendre cet agent intelligent? Mais en tout cas, on s'aperçoit que c'est pas une formule magique, que derrière, il faut faire du commercial. Je vous dirais aussi, regardez Adobe. Oui, bien sûr. Adobe fait partie des perdants aujourd'hui pour moi, parce qu'Adobe avait des très bons logiciels qui étaient pour les professionnels, mais aujourd'hui Adobe, d'une part, l'intelligence artificielle est proposée par des startups aujourd'hui qui concurrencent très clairement ses produits, à tel point que maintenant il est obligé de faire Photoshop en version gratuite, limitée mais gratuite. Donc on voit qu'il y a une vraie concurrence aujourd'hui. Les barrières tombent, quoi. Voilà, ça fait tomber les barrières, et puis en plus, on s'aperçoit qu'on peut faire beaucoup de choses avec un seul logiciel, et donc ça veut dire que ça réduit le nombre de licences au niveau de ceux qui prenaient les licences Adobe. Maintenant, on en a beaucoup moins besoin parce qu'avec un seul logiciel, on remplace 10 personnes. Donc, les gains de productivité, c'est pas toujours gagnant pour une entreprise. Donc, c'est bien, il y a des choses, il y aura des gagnants, mais il faut pas oublier, il y aura aussi pas mal de perdants derrière tout ça. Oui, c'est un moment de transformation. Voilà. Venons-en à Donald Trump, Sébastien. Hier soir, on s'endormait avec l'idée que Canada et Mexique allaient bénéficier peut-être d'un mois supplémentaire de report, puisqu'on parlait de début avril pour l'implémentation des tarifs de 25%. Finalement, ce sera dès mardi prochain, le 4 mars. La Chine a toujours droit à sa petite couche supplémentaire de tarifs, 10% de plus, et puis l'Europe est bien sûr dans le viseur, avec une menace de 25%, parce que Donald Trump aime bien 25%, je pense, et que derrière, on n'a pas beaucoup de détails sur quand, comment, qui, quel secteur en Europe pourrait être affecté. En tout cas, c'est une incertitude qui rend, j'allais dire, le contexte un peu pénible, j'imagine, pour les investisseurs. Oui, il le rend pénible, c'est sûr, le rend c'est pénible. le mot qu'on a utilisé hier, c'est pénible. Et surtout que Donald Trump est là, ça fait un mois. Il faut se le rappeler, parce que parfois on l'oublie, tellement elle est présente partout. Je pense qu'il faut... Aujourd'hui, tout le monde essaye de trouver, disons, les supporters de Trump, des choses très favorables tout le temps, parce que demain, ça sera mieux. Ce qu'on sait... Alors, on peut inventer d'autres choses. Après, je reviendrai sur les inventions qu'a l'équipe Trump pour voir pourquoi tout ça va être très bien. Ce qu'on sait, et de la théorie et de l'expérience, c'est que monter les tarifs à ces niveaux, c'est simple. Peut-être au début, c'est bien. On a sauté du 5e étage et on a le vent dans les yeux et c'est très agréable. Et à la fin, c'est quand même pas sympathique. Là, on atterrit. Et c'est ce qui peut se passer, quel que soit le modèle, vous mettez ça. Alors, évidemment, il y a des choses qui vont atténuer. Pour les États-Unis, déjà, cet effet inflationniste qu'aurait la hausse des tarifs à ces niveaux-là. Juste, si on fait 25% Mexique-Canada, 25% Europe, allez, 10 plus 10 sur la Chine, et qu'on a l'idée de tarifs réciproques avec un 10% un peu de scénario, enfin, on se retrouve très vite avec des niveaux de tarifs qu'on n'a pas vus depuis un siècle. Donc, on se trouve avec une autre économie, notre fonctionnement de notre modèle économique, c'est autre chose. Et la pensée, déjà, c'est compliqué. Mais les effets directs, eux, économiquement, ils sont mauvais, y compris en commençant par les États-Unis, où ça devrait être bien. Et donc, ça, c'est comme ça qu'il faut voir les choses, simplement. Et tout ce qu'on peut faire comme représailles, ça n'affecte pas trop les États-Unis, parce que ces exportations ne sont pas... Mais ça peut les affecter, en plus, l'industrie américaine ou les services américains. Ah oui. Et donc, mais ça fait d'abord de l'inflation, donc ça sera mauvais et ça fera une perte de croissance, et si c'est maintenu au bout d'un certain temps. Ça, c'est une certitude. Alors évidemment, il y a des éléments qui viennent contrer ces effets. D'abord, c'est le dollar qui peut s'apprécier, qui s'apprécie et atténue cet effet. Mais il faudrait que ça monte autant que ça. Et là, les États-Unis auraient un problème de compétitivité très sérieux, etc. Donc, il faut le voir aussi simplement que ça. C'est mauvais pour l'économie mondiale, et le raisonnement qui est derrière est faux. C'est tout, c'est faux. Cette façon de voir ce côté, on nous traite mal. Et donc, ça a été même écrit par un de ses partisans qui va se retrouver comme chef de son équipe de conseillers économistes, Stephen Meillon, qui a écrit une thèse presque sur comment on peut faire tout ça, créer un nouveau cadre international. Et
Et il invente plein de façons de faire, très complexes certaines, comment au niveau des flux financiers, les autres vont venir faire des choses pour aider, acheter de la dette à 100 ans américaine et remplacer les anciens bonds comme ça. On allège la charge financière pour les États-Unis qui peuvent... Bon bref, tout un dispositif, une ingénierie qui... incroyable. Donc c'est sympathique, hein, et c'est bien de réfléchir à ces choses-là. On voit qu'il a de l'imagination et qu'il est intelligent. Ça ne marchera pas et ça n'arrivera pas. Les accords de Manon... Plaza 2, vous y croyez pas? Non, alors c'est parce que c'est bien de revenir en arrière. Il y a toujours des accords, etc. Plaza 2, c'était une autre économie. Il n'y avait pas les flux commerciaux qu'on a aujourd'hui. On avait des comptes courants beaucoup plus contraints. Les États contrôlaient un peu leur change. Et donc, on pouvait dire, allez, si on se met ensemble, on tape sur le dollar là, et on pouvuvait le faire. Aujourd'hui, c'est plus possible. Il n'y a pas de coopération, il n'y a pas de coordination possible. Et même, on ne peut pas. Comme les flux, les montants, on ne peut pas. Donc, ça n'arrivera pas. Donc, encore une fois, les hausses de tarifs, c'est mauvais. Et c'est pour ça que le marché réagit. Alors, Trump dit, de toute façon, c'est des éléments de négociation. Alors, au début, c'est ce qui s'est passé. Tout le monde dit, ah bah oui, hein, il a raison. 25, les autres, ils ont mis 10 000 soldats. De fait, j'ai entendu que les Mexicains, ça y est, ils ont mis les 10 000 soldats à la frontière. Donc, ça y est, ouf, on a mis les 10 000 pour que quelques heures après, on leur dise... C'est pas assez, en fait. Moi, je m'en fous. En fait, non, il y aura quand même 25. Donc, est-ce que c'est la négociation? Qu'est-ce qu'il veut de plus? Mais si à 25%, c'est mauvais, c'est tout. Il n'y a pas... Et je vois bien beaucoup de gens réfléchir, en fait... Et si ça pouvait être bon? Ça peut être bon, ce sera mauvais. Et je pense que tout le monde doit le dire, c'est mauvais. C'est mauvais. Et Mingran peut faire tous les modèles qu'il veut, ça sera mauvais pour l'économie américaine. Et donc mondiale. Et pour l'économie mondiale, nous, on perd tout de suite de la croissance. Tout de suite de la croissance. C'est vrai, pour nous, c'est très négatif. Et 25, ça fait souffrir beaucoup notre industrie. D'abord, les voitures. Si les voitures sont taxées, le nombre d'employés en Allemagne est très important, nous aussi, mais les Allemands, c'est important, déjà, des économies qui sont fragiles. Donc, c'est mauvais. Il n'y a personne qui va gagner là-dedans. Alors, encore une fois, on peut encore espérer, c'est ce que fait le marché, que c'est de la négociation. Donc, c'est ça. On n'y arrivera pas. Et le marché est trop complaisant par rapport à ça, parce que encore une fois, hier on pensait que Canada et Mexique allaient profiter d'un nouveau mois de report et que l'histoire allait continuer comme ça, qu'on allait faire rouler la canette jusqu'au bas de la route, comme on dit. Et puis non, visiblement, dès mardi prochain, il y aura bien 25% sur la... Alors, est-ce qu'entre aujourd'hui et mardi prochain, il y aura à nouveau la séquence coup de fil avec Justin Trudeau, avec Claudia Sheinbaum, etc. On se remet d'accord, on reparle du fentanyl, on reparle de la frontière, et hop... non, mais vous comme moi, on ne sait pas. Encore une fois, tout ça part du fait que cette nouvelle administration dit les États-Unis ont été maltraités par le monde et c'est plus possible. Nos alliés ont plus profité de nous que nos ennemis. On vient de parler d'NVIDIA. NVIDIA, c'est où? C'est aux États-Unis. C'est-à-dire l'innovation aux États-Unis est toujours vivante. C'est pas une économie qui souffre. Maintenant, le problème des classes moyennes aux États-Unis, comme partout dans le monde, il existe. La globalisation n'a pas été bonne pour tout le monde. Donc, il faut traiter le sujet. En tout cas, c'est pas comme ça. Donc, pour les marchés, pour l'instant, en tous les cas. On ne peut pas dire qu'il y ait une souffrance terrible, hein, même si les quelques indices américains, y compris les Nasdaq, sont négatifs. Nous, les indices montent, les taux baissent, on pourra en discuter pourquoi ils baissent. Donc il y a pour l'instant une situation dans laquelle, un peu paradoxale, où le marché est plutôt dans presque un nuage, ça va, en fait, c'est pas très... on s'ajuste un peu à Nvidia ici et là, mais... ce qui pourrait amener les vraies mesures, si elles étaient appliquées, ça serait quelque chose d'assez catastrophique. Le marché est bercé par l'idée que Trump est pro-business, uniquement pro-business, et ne sera que pro-business. À ceci près que là, vous avez vu, il y avait un budget. J'ai pas vu l'annonce des fameux baisses d'impôts, par exemple, aux entreprises dans le secteur manufacturier, en tous les cas. Alors peut-être ça va venir. Hein. Donc il n'y a pas vraiment de choses pro-business. On redonne un cadeau à beaucoup de gens, plutôt les plus fortunés, en prolongeant les anciennes baisses d'impôts, mais il n'y a rien de nouveau, si ce n'est des promesses. On va réduire la dépense
dépenses publiques américaines de façon extraordinaire avec Musk avec sa casquette. Alors, je ne sais pas si ça y réussira. On peut détruire l'État. Je finis là-dessus. Hier, il disait dans sa conférence de presse que j'ai trouvé extraordinaire avec lui et son cabinet, où il expliquait, bon, d'accord, on va faire des erreurs. On s'est trompé sur l'aide sur l'Ebola. Donc, il y avait des gens qui pouvaient mourir, mais on l'a tout de suite corrigé. Ça, c'est la Silicon Valley. On avance, on casse des trucs et on répare ensuite. Ça, c'est vraiment... ça marche pour une start-up, oui, bien sûr, pour un État fédéral. Ça vous dit... Donc, et le marché, il n'est pas plus intelligent que les autres. Il y a des gens cyniques, des gens intelligents, etc. Mais pour l'instant, on n'y croit pas, voire beaucoup de gens croient que si, c'est bon. Ouais. Bon, le seul truc qui bouge encore une fois aujourd'hui, c'est le dollar. Les taux bougent assez peu sur les annonces de Trump et bon, le CAC perdait 1%, mais on a réduit un peu nos pertes. Par le secteur auto, il n'y a pas de gros mouvements à signaler. Christian. Oui, je voulais dire, il y a aussi un élément clé, c'est le budget américain. C'est-à-dire que Trump, il faut bien comprendre une chose. Alors, il a une idée et qui est fausse, qu'il a développée tout au long de sa campagne, c'est que les droits de douane pouvaient faire éviter que les Américains payent des impôts. Il a vendu pas mal ça aux Américains en disant demain vous n'aurez plus du tout d'impôts, je vais mettre des droits de douane, ce seront les gens qui veulent vendre sur les États-Unis qui vont payer les impôts. Et je pense qu'il a toujours ça dans la tête. Et c'est pour ça que moi je pense qu'il faut prendre vraiment au sérieux quand il dit qu'il veut remonter les droits de douane. Il y a un côté un peu dogmatique quand même. Il a cette idée, alors c'est 1,7% du budget américain, mais c'est pas grave, demain ça va être toute une grosse partie des recettes américaines. Deuxième chose, il a un problème sur son budget parce que ça a du mal à passer au niveau quand même du Congrès. Ah oui. Et très clairement, il n'a pas une majorité suffisante au niveau des Républicains, et certains veulent pas faire exploser le déficit. Alors déjà dans le projet de budget de la Chambre des représentants, c'est 4 500 milliards de dépenses supplémentaires, 2 000 milliards de réduction de dépenses qu'on demande à voir. Tout ça, c'est sur 10 ans. C'est voilà, le programme sur 10 ans. Oui, attention. Oui, on ne sait jamais avec les chiffres maintenant. Faut le dire, c'est sur 10 ans. Mais en tout cas, vous voyez l'ampleur des choses. Sachant, et je rejoins, c'est-à-dire que sur la partie, il n'y a pas véritablement dans les dépenses supplémentaires de stimulation de l'économie. C'est juste le fait qu'on prolonge les baisses d'impôts. Mais c'est important, parce qu'économiquement, vous n'allez pas faire plus de croissance. Il n'y a pas d'impulsion supplémentaire. Il n'y a pas d'impulsion supplémentaire. C'est juste une prolo. Alors, vous allez me dire, si on avait monté les impôts, ça aurait eu un effet négatif sur la croissance. Ça, on est d'accord. Donc, si on les prolonge, ça va éviter. Mais ça va pas donner plus de croissance. Attention, c'est très important. Donc, il faut qu'il justifie finalement comment il va faire pour remonter les recettes et comment il va faire pour financer ça. Et je pense qu'il a dans son idée et dans sa logique l'idée qu'il va financer ça par des droits de douane. Donc, je pense que le marché sous-estime cette volonté parce que le marché, alors c'est vrai, il a commencé en disant je vais faire un deal, je suis monsieur dealer, je vais dealer avec tout le monde et puis il n'y a pas de problème et ils céderont tous quand je menacerai de monter les droits de douane. Donc, le marché a cru que c'était juste une position comme ça. Mais je pense qu'il y a une idéologie derrière et il a ça en tête. Donc attention qu'on n'ait pas vraiment de très mauvaise surprise là-dessus. Assez différent de la première guerre commerciale, les tarifs sont vus comme une ressource. On va créer à côté de l'IRS, External Revenue Services, qui sera le service des revenus externes générés par la politique tarifaire de Trump. Sur les marchés actions, comment on réfléchit à ça, Thibault? Parce que je disais, il n'y a que le dollar qui bouge, mais il y a quand même quelques secteurs en Europe. L'auto, notamment, est très sensible à ça. Le marché a pris en compte un peu, beaucoup, pas du tout, l'idée que les tarifs vont peut-être arriver bientôt. Le marché, il est surtout sensible à l'incertitude. Et c'est vraiment... Déjà rien que ça a fait baisser le secteur, quoi. C'est ça qui fait baisser le secteur. Et on voit, on a ces mouvements-là sur la tech, c'est particulièrement violent. Par exemple, quand il y a des annonces de potentiels droits de douane sur les puces et de 100%, les stocks réagissent extrêmement vite. Et il y a toujours cette incertitude qui pèse, ça c'est vrai, parce que de toute façon, un droit de douane, c'est pas bon pour l'économie américaine. Si on parle de la tech, c'est comme un impôt sur l'innovation, par exemple, imposer des droits de douane sur les puces. Est-ce qu'ils ont pricé ça aujourd'hui totalement? C'est dur à dire, encore une fois, au vu du côté erratique des annonces. Bon. En Europe, on verra, effectivement, moins 0,5% là, pour les indices actions en Europe, c'est pas une débandade. Non, mais je pense que c'est très difficile. Dans le marché a beaucoup de mal de prévoir le pire, parce que c'est très difficile, en fait, parce que c'est tellement... ça semble pas possible. Et donc, le marché continue à penser que tout va marcher. Les fameux... on en parlait tout à l'heure. 3-3-3 de Scott Bessent. Oui, d'accord. Comme quoi, on va faire 3% de croissance, on n'aura plus que 3% de déficit. On a 7% de déficit
public aux États-Unis aujourd'hui. Et évidemment, on va creuser pour faire pour 3 millions de barils par jour supplémentaires, etc. C'est une feuille de route. Hein. Ça va résoudre les problèmes que Christian soulevait sur le besoin énergétique. Mais donc le marché ne peut pas croire à tout ce qui est dit, 25% chez tout le monde et que tout ira bien. Ne peut pas le croire. Aujourd'hui, on est dans l'inquiétude peut-être, mais c'est pas la catastrophe. On ne croit pas à la catastrophe, personne n'y croit. Donc en Europe, c'est pareil. Et puis en Europe, on a d'autres chocs. On a vu que le choc politique ou géopolitique de Trump en Europe déclenche quelque chose qu'on n'imaginait pas. C'est-à-dire que nous tous, on est dans un moment de l'histoire qui est quand même très particulier et très difficile à prévoir. Quand le chancelier ou celui qui sera le nouveau chancelier dit « ça y est, on ne peut plus compter avec les États-Unis », c'est pas une petite phrase, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est le gaulliste allemand, Friedrich Merz. Je sais pas, non, mais en tous les cas, c'est un changement de monde. Mais vous dites vous aussi, moment là, il se passe un truc en Europe. Hier, là, tout le monde me disait, il se passe un truc. Il va se passer. On l'entend pas tous les 4 matins, ça, Sébastien. Bien sûr, mais et on sait que c'est toujours au pied du mur. Les Espagnols disaient aujourd'hui qu'il y avait quand même un consensus pour qu'on dépense plus. Alors, l'Europe est quand même dans l'état où elle est. Donc, l'économie, etc. Et du point de vue politique, on a des problèmes. Je reviens pour laisser la parole aux autres, sur un dernier élément pour Trump. C'est-à-dire, comme disait Christian, voilà. Il ne faut pas oublier ses manies. Les choses qu'il veut, c'est qu'on va trouver des ressources supplémentaires pour les Américains pour qu'on ne paye plus, que ce soit le paradis aux États-Unis. Les Américains deviennent de plus en plus riches parce que les autres travaillent pour eux. Et donc, hier, par exemple, l'annonce la plus extraordinaire de toutes était la suivante. Il y a un programme aux États-Unis qui est le EB5, le EB5, EB5, qui est un programme pour que les entreprises qui veulent investir aux États-Unis arrivent avec au moins 1 million et ils obtiennent des visas. Donc lui, il a parlé de le visa d'or qu'il avait créé, etc. Donc, et il faisait des calculs, il disait, mais moi, je pense, dit Trump, que je peux en vendre 10 millions. de ces licences. Sachant que chacune de ces entreprises, donc on leur donne une dizaine, une vingtaine de visas pour que des gens viennent. Donc ça veut dire, si vous prenez 10 millions, mais donc on n'a que 10 par... c'est 100 millions de personnes qui vont venir travailler aux États-Unis. Il faut se rappeler, aujourd'hui, l'emploi américain total, c'est 160 millions. Donc 100 millions, vous rajoutez de gens... Donc bref... Ouais. Et donc, c'est amusant. Les calculs sont pas bons, comme disait l'autre. Les ordres de grandeur sont pas bons, quoi. Mais c'est les chiffres que lui, il a en tête, etc. Et donc, évidemment, moi aussi, je peux résoudre le problème de dette française avec des propositions de ce type et on sera tous heureux. Mais la réalité ne sera pas celle-là. Le marché, aujourd'hui, ne sait pas et il est... Donc, je ne sais pas si rationnel, mais il est dans... il ne veut pas acheter le pire. Il subit l'incertitude, mais pas de façon terrible pour l'instant. C'est de l'incertitude, mais ce n'est pas un drame. Rapidement, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, moins de 2 minutes, est-ce que la conjoncture américaine là, est en train de s'affaiblir plus vite et plus rapidement que prévu? Est-ce que ce qui explique notamment que les 10 ans soient un peu retombés de 50 points de base là, sur quelques semaines? Oui. Elle est en train de se détériorer plus rapidement. On ne l'avait pas anticipé. On a la conso, on a les PMI des S&P. Il y a plein de facteurs qui montrent que c'est le cas. Est-ce que c'est normal parce qu'on paye le rebond de la fin de l'année? On ne sait pas. Qu'est-ce qui fait baisser les 10 ans? Ce n'est pas que ça. Il y a d'autres choses. Il y a peut-être aussi un facteur Trump. On ne sait pas. Mais... c'est vrai que c'est ce qui joue avec un peu d'inflation, mais pas beaucoup. Les anticipations d'inflation restent au même niveau à peu près. C'est pas elles qui ont contribué. C'est bien la baisse des taux réels. Et peut-être il y a un facteur Trump. Oui, je pense que ça c'est important, c'est que le marché croit plus que les droits de douane vont casser la croissance américaine que créer de l'inflation durable. Je dis durable parce que le 10 ans aurait dû exploser sinon. Les break-even ne bougent pas. Et donc je pense qu'effectivement le marché se dit que si on est dans
le pire des scénarios, ça va être la croissance qui va payer. Et puis de l'autre élément, c'est que oui, l'économie américaine ralentit, mais ça c'est totalement lié à l'incertitude. Et tous les indicateurs d'incertitude, dans les enquêtes, quand on pose des questions, et sont en train d'exploser là en ce moment. Donc je vois pas une entreprise américaine investir. Alors je mets un peu de côté la tech, les investissements et data centers, mais on met ça de côté. Mais je vois pas les entreprises américaines investir massivement aujourd'hui lorsqu'elles savent pas combien elles vont payer leurs fournisseurs, qu'elles savent pas quel fournisseur prendre. Est-ce que je prends un Mexicain, je prends un Européen, je prends un Asiatique, sachant que tout peut exploser dans mes coûts de production derrière. Donc je pense qu'effectivement il y a un gros coup d'arrêt de l'économie, sans compter le consommateur américain, qui s'est dépêché d'acheter en décembre et qui maintenant attend les hausses de droits de douane sur les produits chinois et qui veut plus du tout consommer pour l'instant. Donc il va y avoir de très grosses déceptions à mon avis sur la croissance américaine. Malin pour le consommateur américain. Il a compris que c'était une taxe sur la consommation aux États-Unis, le droit de douane. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été là pour ce programme chargé entre Nvidia et Donald Trump. Thibaut Morel, analyste action chez Silex, Sébastien Paris-Sorvis, directeur de la recherche de LBPM, Christian Parizeau, président d'Altair Economics. C'était les invités de Planète Marché.